President Trump is convening a White House meeting of his top national security officials to discuss the next steps regarding Venezuela. Now, perhaps you're sitting out there wondering, why do there need to be next steps with regard to Venezuela? And if so, you are not alone. Why we're even discussing military action against the nation of Venezuela is a topic that the president has yet to explain in any full or satisfying way. Still, the meeting comes as the administration is intensifying its pressure campaign on the country because of narcotics trafficking that comes from that country. Il arrive parfois qu'une déclaration publique bouscule les attentes institutionnelles établies et soit observée non pas pour son contenu immédiat, mais pour ses implications sur le fonctionnement du système politique. Le 20 décembre 2025, lors d'un événement privé au Mar-a-Lago Club, le président Donald Trump a été interrogé par des journalistes au sujet de sa déclaration publique sur le meurtre de Rob Reiner et de sa femme, Michelle Reiner, survenu 2 jours auparavant à Los Angeles. Au lieu de manifester la moindre condoléance, Trump a réaffirmé les termes de son communiqué précédent, qualifiant Reiner de homme pris d'une obsession malsaine et attribuant l'événement à ce qu'il a appelé le syndrome de rejet de Trump. Cette attitude a immédiatement suscité l'étonnement, non seulement en raison de sa froideur, mais aussi parce qu'elle s'écarte du protocole traditionnel que les dirigeants politiques, même hors fonction, ont l'habitude de suivre face à des tragédies ayant un retentissement national. L'absence d'empathie, l'utilisation de termes péjoratifs et l'introduction d'éléments politisés dans un contexte de deuil collectif ont attiré l'attention des analystes, des médias et des dirigeants politiques de différents horizons. Le meurtre de Rob Reiner et Michelle Reiner, survenu lors d'un violent cambriolage devant le domicile du couple, avait suscité l'émotion et la solidarité parmi les cinéastes, les parlementaires et les personnalités publiques. Pourtant, la première réaction de Trump à cette affaire a été un texte publié sur son réseau social, dans lequel le président, en plus de se moquer des opinions idéologiques du réalisateur, suggérait que sa mort était liée à la manière dont il provoquait les autres avec ses positions politiques. Cette publication a été interprétée par beaucoup comme une tentative délibérée de redéfinir les faits à la lumière d'un récit personnel, transformant la victime en antagoniste et excluant complètement la dimension humaine et tragique de l'événement. Lorsqu'on lui a demandé s'il maintiendrait cette version face aux critiques des parlementaires, y compris certains alliés du Parti républicain, Trump a répondu qu'il n'avait jamais respecté Reiner et qu'il considérait son action comme destructrice pour le pays, concluant son discours sans aucune mention de la douleur de la famille ou de la gravité du crime. L'épisode ne s'est pas terminé lors de la conférence de presse. Au cours de la même semaine, Trump a participé à une fête de Noël dans l'une de ses propriétés, retransmise en partie par des chaînes indépendantes, où il s'est à nouveau distingué par des commentaires jugés déplacés. Entre des blagues sur l'apparence physique d'une participante, qu'il a confondue avec sa fille Ivanka, des données erronées sur les décès causés par des serpents au Pérou, et des commentaires sur le fils qu'il a eu avec Melania Trump. Son discours a abordé des sujets sans rapport les uns avec les autres, sans faire référence à la tragédie récente. Cette succession de moments a embarrassé même les interlocuteurs habituels de l'aile trumpiste, qui ont préféré garder le silence face à la répercussion négative croissante. Le mélange de désinformation, de sarcasme et d'insensibilité a commencé à être perçu non seulement comme un trait de caractère personnel, mais aussi comme une stratégie discursive récurrente. Quelque chose qui, bien qu'il ne viole directement aucune norme légale, remet en question les attentes du public quant au comportement de ceux qui jouent encore un rôle central sur la scène politique nationale. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à la réaction immédiate. À mesure que des extraits du discours sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et ont circulé dans les médias internationaux, le débat sur l'érosion des codes qui délimitent traditionnellement l'espace entre le deuil privé et l'expression publique des personnalités politiques s'est intensifié. Les juristes et les analystes du comportement institutionnel ont commencé à observer ce type de comportement comme faisant partie d'un processus plus large de désinstitutionnalisation du langage public, dans lequel la rhétorique présidentielle perd sa fonction intégratrice et devient un outil de conflit et de désorientation. Bien qu'elle n'ait pas de conséquences juridiques directes, la conduite adoptée par Trump a relancé les discussions sur la responsabilité discursive des anciens présidents, en particulier lorsque leurs commentaires influencent la perception sociale des victimes identifiables, et franchissent les limites de la bienséance qui, bien que non codifiées, soutiennent le pacte civilisateur dans les environnements démocratiques. À partir de là, l'épisode impliquant la réaction de Donald Trump à l'assassinat de Rob Reiner a été interprété dans un cadre plus large,
qui englobe la relation entre le discours public et la légitimité institutionnelle en période de polarisation extrême. Il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration isolée, mais d'une manifestation qui s'inscrit dans un discours récurrent dans son parcours récent. Depuis qu'il a quitté la présidence, Trump a utilisé des événements à forte charge émotionnelle pour renforcer sa présence dans le débat politique, adoptant souvent un ton provocateur, conflictuel et éloigné des attentes conventionnelles en matière de leadership. Cette pratique ne se produit pas dans le vide, mais s'appuie sur des mécanismes de communication directe avec sa base, notamment par le biais de plateformes qu'il contrôle lui-même. Il contourne ainsi les médiations traditionnelles et évite les confrontations directes avec les codes de civilité qui régissent encore les autres acteurs politiques. Dans ce contexte, l'affaire Reiner a servi de nouveau point d'inflexion pour déterminer jusqu'où cette stratégie peut aller sans entraîner de conséquences institutionnelles visibles. C'est dans ce contexte que surgissent des interprétations sur la transformation du langage présidentiel en instrument de reconfiguration. Au lieu de simplement représenter ou répondre au sentiment public, ce langage commence à façonner des réalités alternatives, dans lesquelles les faits objectifs sont remplacés par des interprétations subjectives et chargées d'émotions. Cette pratique a suscité des réactions diverses parmi les républicains eux-mêmes. Alors que certains secteurs de la base défendent que l'authenticité de Trump justifie ses déclarations, d'autres avertissent que la répétition de positions insensibles pourrait nuire à sa capacité à se présenter comme une option viable dans les futurs scrutins. La déclaration publique de 2 sénateurs, qui ont évité de mentionner directement le nom de Trump, mais ont critiqué son indifférence à la douleur des familles en deuil, a signalé un malaise latent, qui, pour l'instant, reste contenu par la dynamique interne du parti. Le silence des dirigeants officiels renforce toutefois l'impression d'une tolérance tacite à l'égard de ce type de comportement, ce qui élargit le débat sur les limites de l'acceptable dans la vie politique américaine contemporaine. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a dépassé les cercles d'opinion habituels. Dans le milieu universitaire, les juristes et les spécialistes du discours politique ont relancé les débats sur le concept de violence symbolique et son application au langage public. L'idée que certaines déclarations, même sans contenu explicitement illégal, peuvent contribuer à la naturalisation de comportements hostiles ou déshumanisants a repris de la vigueur. En particulier parmi les chercheurs qui suivent les effets de la rhétorique polarisée sur le tissu social. Dans des universités telles que Georgetown et NYU, des groupes d'études ont commencé à répertorier des exemples récents de tensions institutionnelles provoquées par des personnalités publiques, dans le but de cartographier les points de rupture entre la liberté d'expression et la responsabilité civique. L'affaire Reiner a été intégrée à ces analyses, comme un exemple illustrant comment des tragédies réelles peuvent être converties en arguments rhétoriques pour des disputes politiques, diluant l'espace commun d'empathie qui, en théorie, devrait être protégé face à des événements extrêmes. Dans le même temps, le comportement du président au cours de la semaine qui a suivi le crime a suscité de nouvelles perplexités. La succession de commentaires incohérents lors d'événements publics, l'insistance sur des données factuellement incorrectes et les références confuses à des membres de sa famille ont alimenté les inquiétudes quant à la cohérence de son action publique. Bien qu'aucune autorité officielle n'ait soulevé de questions d'ordre médical ou cognitif, la presse a de nouveau mis en avant des analyses sur le style de communication de Trump, souvent décrit comme erratique, imprévisible et émotionnellement instable. La comparaison entre le silence institutionnel face à ces manifestations et la réaction sévère du système politique à des propos similaires tenus par d'autres acteurs met en évidence un déséquilibre qui a été souligné par les observateurs de la scène partisane comme l'un des traits les plus complexes de la configuration républicaine actuelle, la coexistence entre discipline formelle et permissivité pratique. Les réactions externes ont également contribué à ce tableau. Des publications à grand tirage international, telles que The Guardian et Der Spiegel, ont abordé cet épisode comme un exemple de la rupture croissante entre la liturgie démocratique et la personnalisation extrême de la politique. Dans leurs éditoriaux, ils ont suggéré que le mépris de Trump pour les normes de bienséance n'est pas seulement une excentricité, mais une stratégie délibérée de désinstitutionnalisation. L'argument est qu'en déplaçant l'attention des institutions vers lui-même, même si c'est par le biais de scandales ou de controverses, il garde le contrôle du cycle de l'attention et affaiblit les mécanismes traditionnels de contention. Cette interprétation est contestée par les analystes plus proches du Trumpisme, qui voient dans sa franchise un antidote à ce qu'ils appellent l'hypocrisie de l'élite politique.
Pour ces secteurs, le refus d'adhérer au langage standardisé des condoléances est interprété comme une preuve d'authenticité, même s'il implique un coût en termes de réputation ou d'usure institutionnelle. Dans ce contexte, le meurtre de Rob Reiner cesse d'être une simple tragédie personnelle, pour devenir un élément d'un débat plus large sur le sens du langage public. L'absence de réponse formelle de la part de personnalités institutionnelles de poids élargit l'espace pour que l'épisode se stabilise comme un autre point hors norme, qui, par la répétition d'autres événements similaires, est progressivement absorbé comme faisant partie d'une nouvelle norme discursive. Cette tendance est observée avec prudence par les chercheurs en discours politique, qui mettent en garde contre les risques de banalisation de l'insensibilité, surtout lorsqu'elle émane de personnalités très en vue et disposant d'un capital politique important. La capacité d'influencer le débat public, sans être soumis aux mêmes attentes que les autres acteurs politiques, devient, dans cette lecture, un facteur de déséquilibre important. Les répercussions provoquées par les déclarations de Donald Trump à propos du meurtre de Rob Reiner et de sa femme ont relancé les débats sur les limites de l'action verbale des personnalités publiques dans des situations de deuil collectif. Pour une partie des analystes politiques, cet épisode marque un éloignement définitif de toute attente institutionnelle minimale en matière de responsabilité discursive des anciens présidents. D'autres, cependant, voient dans cette situation la simple répétition d'une formule déjà éprouvée. Des réponses controversées qui alimentent la polarisation et maintiennent la segmentation entre les différentes fractions de l'électorat. Dans ce contexte, l'absence de réaction interne parmi ses alliés les plus proches n'indiquerait pas seulement un consentement, mais l'existence d'une logique d'interdépendance stratégique, dans laquelle le capital symbolique de Trump continue d'être exploité par des groupes qui bénéficient encore de sa capacité de mobilisation, même au détriment de la stabilité du discours public. Il existe également une approche différente, qui s'écarte du calcul électoral immédiat et se concentre sur les implications normatives à long terme. Les spécialistes du droit public et de la conduite institutionnelle soulignent que cette affaire reprend un dilemme récurrent dans le système juridique américain. Quel est le statut des propos d'un ancien président face à des événements provoquant une forte agitation sociale ? S'agit-il d'un citoyen ordinaire exerçant sa liberté d'opinion ou d'une autorité dont la parole continue d'être revêtue d'un pouvoir symbolique et d'une influence collective ? L'absence de définition juridique claire de cette frontière a créé un vide normatif qui, dans la pratique, est comblé par des disputes politiques et des interprétations morales. Pour de nombreux constitutionnalistes, l'absence de réponse institutionnelle, même de nature symbolique, témoigne d'une permissivité croissante à l'égard de discours qui affaiblissent la culture démocratique. En particulier lorsqu'ils traitent de thèmes tels que le deuil, la douleur publique, l'identité sociale et la distorsion de la réalité. Dans le contexte politique plus large, les avis restent partagés. Une partie des observateurs estime que la récurrence de ce type d'attitude de la part de Trump tend à produire une usure progressive auprès de l'électorat moins radicalisé, qui apprécie encore les références minimales de civilité et d'empathie. En revanche, certains soutiennent que chaque nouvelle controverse, loin de l'éloigner, contribue à réaffirmer le rôle central de l'ancien président dans le débat public. Selon cette interprétation, le scandale est fonctionnel, car il oblige les institutions à répondre dans le cadre de l'agenda qu'il impose lui-même. Cependant, des voix discordantes alertent sur le risque de saturation. Même dans les niches de soutien consolidées, l'accumulation d'événements chargés de négativité émotionnelle peut provoquer un épuisement silencieux, même s'il ne se manifeste pas immédiatement dans les sondages d'opinion. Les chercheurs qui se consacrent à l'analyse du langage politique se sont penchés sur l'impact cumulatif de la banalisation de la souffrance et de la manipulation discursive des faits. Les études récentes indiquent la répétition de ce type tend à modifier le tissu symbolique qui soutient l'espace institutionnel. La tolérance envers des positions auparavant considérées comme inacceptables devient la norme, ce qui redéfinit les contours de ce qui est permis dans le discours politique contemporain. Ainsi, le langage cesse de fonctionner comme un instrument de médiation collective et est désormais considéré comme une arme de dispute, où celui qui provoque le plus, qui ignore le plus, ou qui nie avec le plus de conviction ce qui est devant tout le monde, l'emporte. Dans ce contexte, la tragédie impliquant Rob Reiner et Michelle Reiner devient plus qu'une perte personnelle. Elle devient un exemple de la manière dont la souffrance publique peut être instrumentalisée, sans que le système n'oppose de résistance visible. Dans le domaine institutionnel, rien n'indique pour l'instant que cet épisode donnera lieu à des initiatives législatives, à des commissions d'enquête
ou à des sanctions formelles. La réponse politique s'est jusqu'à présent limitée à des commentaires ponctuels et à des réactions sur les réseaux sociaux. Néanmoins, des institutions universitaires et des organisations de la société civile ont commencé à systématiser les discours liés à cette affaire, afin d'analyser leur effet sur les normes de conduite publique. Certaines entités préconisent la création de directives claires pour les déclarations publiques des anciens présidents, arguant que leur influence persiste même après leur départ de la fonction, et qu'il est donc nécessaire de mettre en place un cadre éthique. Ces propositions se heurtent toutefois à une résistance juridique et politique, car elles vont à l'encontre des principes constitutionnels relatifs à la liberté d'expression, et suscitent la crainte que toute réglementation puisse être utilisée de manière opportuniste par des groupes antagonistes. On observe donc un environnement saturé d'ambiguïté et de conflits d'interprétation. La mort de personnalités connues, suivie de déclarations jugées offensantes de la part de ceux qui ont occupé la présidence, met en évidence la fragilité des mécanismes disponibles pour protéger l'espace civique contre les discours qui franchissent des limites sensibles. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer si une phrase était appropriée ou non, mais de comprendre l'impact social et institutionnel de la persistance de ce type de comportement au cœur de la vie publique. Et c'est précisément sur ce point que les chercheurs s'accordent. Tant que des paramètres minimaux ne seront pas établis concernant le rôle discursif des anciens dirigeants nationaux, chaque nouvelle crise discursive continuera d'être absorbée de manière isolée, renforçant le sentiment que le débat démocratique a perdu ses références communes et, avec elles, sa capacité de reconstruction.